Yeah, man. Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Avec mes potes, qui avaient tous des trucs de vélo. Voilà. J'ai rêvé que je crevais cette nuit, tu vois. Maintenant que tu me dis ça, il y en a. Ce projet, je le trouve merveilleux. En plus, il est super organisé, c'est un petit rêve du dragon en fait. Il y a eu l'idée, bien entendu, le rêve, l'utopie, etc. Après, il y a eu la deuxième étape, la planification. Et là, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est la réalisation. Ça y est, c'est parti, c'est le départ. Ça va durer un mois, cette troisième étape. La quatrième étape, à Montpellier. La célébration. Et du coup, c'est un peu l'aboutissement de 4 mois de travail. Donc on a vraiment hâte de donner le premier coup de pédale là et partir tous ensemble. Un super trip quoi, franchement. Bravo. On a fait le départ de l'aventure Cycling for Earth. On peut pas être tout le long sur l'aventure malheureusement, mais c'est un projet qui nous tient à cœur. J'espère que ce projet va aboutir, que vous allez rencontrer plein d'initiatives sympas, vous allez nous faire un beau documentaire, des beaux trajets, des belles photos, de belles vidéos, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Cycling for Earth. J'ai rêvé que je crevais cette nuit, tu vois. La probabilité de crever sur un chemin comme ça est quasi nulle. Alors, choix de parcours pas encore optimal, hein. Parce que ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'on a beaucoup de matos, c'est lourd et que nos pneus n'aiment pas la boue. Le comble, c'est qu'on est en plein juillet. Que les mecs dans les champs, ils arrosent et ils arrosent partout. Bon bah, je ferme bien mes pochettes. Test pluie. Wow, j'avoue, ça fait du bien. On s'adapte. 26 km en 3 heures, bon, 2 crevaisons quand même, donc ça c'est pas mal. On aime bien nous cette façon de se déplacer, donc je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir, connaître beaucoup de gens et puis voir aussi des beaux paysages, parce que la France est très belle à traverser à vélo et on vous souhaite le meilleur bien sûr. Donc là les derniers viennent de rebrousser chemin, donc ils nous ont officiellement lancé. Donc ça y est, nous sommes sur les routes de France avec l'ami Jibac et puis Yanni en renfort. Nous nous dirigeons vers Combreux actuellement. Yeah, first one. Yeah. Enseignant d'éducation physique, j'adore les activités physiques, j'adore l'enseignement, hein, j'aime beaucoup mon métier et du coup cette passion de transmettre, ben voilà, j'ai pu la transférer aussi dans cette structure qui s'appelle l'Appel des Forêts, proposer des activités nature aux gens et les reconnecter avec la nature. Donc on a créé une association il y a une dizaine d'années, il y a un petit peu plus de 10 ans, qui a été baptisée Éco-Centre de la Forêt d'Orléans. Donc c'est une association qui fait la promotion d'un mode de vie un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus sain, où on essaie de réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place pour coopérer avec les grandes lois qui gèrent le vivant et non pas imposer notre propre loi. Humblement, j'essaye à mon échelle de sensibiliser les gens aux enjeux actuels, aux enjeux climatiques, aux enjeux de pollution, etc. à travers des activités qui symboliquement sont très fortes.
Par exemple, ce que je propose en survie, c'est-à-dire, alors la survie c'est un terme un peu particulier, je fais plutôt du bushcraft, c'est-à-dire que j'emmène les gens en forêt et je leur explique toutes les ressources qu'il y a dans une forêt et je les reconnecte à ce qui a été le quotidien de l'être humain finalement, d'Homo sapiens pendant 300 000 ans. Et l'idée dans cette reconnexion, c'est une idée de vivre avec sobriété. Alors c'est un peu extrême, hein, on dort par terre, on fait des feux très simples, on se nourrit avec des plantes sauvages, on se connecte avec la forêt, on médite, on prend des temps voilà, de silence, d'introspection. Et cette reconnexion-là qui se fait dans la sobriété est à mon avis extrêmement porteuse symboliquement pour nos sociétés qui sont boulimiques de consommation, qui ont perdu le sens commun. Et donc à travers cette activité, j'arrive à faire passer ce message de sobriété, de vie simple, et de montrer qu'être dans la nature, ça peut être une vie exaltante. Dans le mot survie, il y a l'idée pour les gens que c'est une vie au rabais. En fait, dans le terme de survie, c'est une vie au-dessus. C'est être dans la nature, c'est être pleinement vivant. Et les gens qui ressortent de cette expérience, ils ont peu dormi, ils ont peu mangé et ils sont en pleine forme à la fin du week-end. C'est incroyable. Les êtres humains ont vécu pendant 300 000 ans, un Homo sapiens c'est à peu près 300 000 ans, et puis même nos ancêtres ont vécu dans la nature. Et on s'est brutalement coupé de la nature. On vit maintenant dans des espaces très urbanisés, en étant très connectés. Et on sait très bien, il y a des études américaines sur le syndrome du manque de nature ou des études japonaises à travers les parcours de bains de forêt de Shinrin-yoku qui montrent l'impact très important de la nature sur l'être humain. On a un véritable besoin de nature. Où les Américains montrent à contrario que le fait de ne pas être dans la nature, ça engendre tout un tas de syndromes, de stress, etc. On développe beaucoup de choses au niveau de la santé au naturel, donc tout ce qui est aromathérapie, donc tout ce qui est donc les soins avec les plantes. Beaucoup de choses au niveau de la phytothérapie, on a un pôle gémothérapie, c'est la médecine par les bourgeons. Là on va utiliser des parties particulières, donc en général c'est les bourgeons, mais ça peut aussi être des petites racines. Et donc tu vas retrouver dans cette partie de la plante des cellules un peu souches, hein, pour faire simple, qui sont porteuses de tout le potentiel curatif de la plante. Le fait d'être dans la nature, ça c'est prouvé, il y a des tas d'études là-dessus. Il y a une diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress par exemple. Donc ça a des impacts sur l'anxiété, sur le sommeil, sur la dépression. Physiquement, être dans un espace naturel, ça a un impact sur la vue, sur l'immunité. Enfin, si on fait la liste des éléments scientifiquement prouvés qui montrent qu'être dans la nature, on est fait pour ça. On est fait pour ça. On ne peut pas s'affranchir d'une évolution de 300 000 ans et puis du jour au lendemain, en 50 ans, être complètement urbanisé. C'est impossible. Et donc, ce que ressentent les gens dans les stages de l'appel des forêts, c'est absolument normal. N'importe quel être humain qu'on met dans la nature, voilà, passer les différentes peurs qu'il peut y avoir, parce que les stages de bushcraft, c'est aussi exorciser les peurs. Hein, peur de la nuit, peur du froid, peur de la vase, peur de la hauteur quand on grimpe dans les arbres. Une fois que ces peurs sont passées et qu'on est habitué à son environnement, qu'on connaît bien la nature, c'est un bonheur total. Est-ce que tu connais cette plante, Nicolas? Non, dis-moi tout. Alors voilà. Donc cette plante, déjà elle est très belle, hein, parce qu'elle est quand même assez majestueuse, elle est haute. Et c'est une grande aunée, ce qu'on appelle la grande aunée. Je ne sais pas si tu la connais. Donc ça a été une grande médicinale. Elle fait partie des plantes qui ont été oubliées. Hein, depuis, voilà, on n'en parle plus, il n'y a presque plus personne qui la connaît. Et pourtant c'est une plante qui est très très intéressante. On va pouvoir faire des choses, notamment pour les voies respiratoires, toutes les pathologies hivernales. Alors on vit une époque incroyable, hein. C'est une époque de grands changements. Tous les critères qu'on peut observer, hein, de réchauffement climatique, de population, de pollution, on n'est que sur des exponentiels. Les chimistes savent que quand on a des exponentiels, le système va changer d'état. Donc on sait que le changement d'état est imminent. Et donc nous, notre travail, c'est de préparer ce changement d'état en proposant tout un tas d'actions qui visent une certaine autonomie. Alors autonomie, ça ne veut pas dire être tout seul, hein, ça veut dire avoir un groupe, mais une certaine autonomie pour pouvoir être résilient. Et puis ça nous fait aussi une belle ressource
pour faire toutes nos préparations en herboristerie. Voilà, parce que là, entre les 400 plantes à peu près que j'ai là-bas, plus les 80 que j'ai rajoutées cette année, on a de tout. Et on peut faire énormément de choses. Ça veut dire qu'une fois qu'on est possesseur, enfin qu'on détient ce savoir-là, avec ce que tu trouves chez toi, dans les prés, partout, eh ben, tu peux te soigner. Donc au niveau de l'autonomie, quand on est dans une recherche d'autonomie, on est quand même bien dans cette philosophie-là, c'est juste génial. Et on s'est rendu compte que dénoncer, c'était une impasse. Donc l'idée qu'on a choisie depuis longtemps, c'était de choisir des supports où le plaisir était vraiment présent. Voilà, quand j'emmène des gens en forêt, quand on fait de la permaculture, quand on fait du jardinage, on est sur un support où les gens prennent du plaisir, sont heureux, et je crois que ça c'est un gros moteur de changement. Hein, si vous êtes quelqu'un de relativement morose, qui passe son temps à dénoncer, vous n'allez pas convaincre beaucoup de gens. Par contre, si les gens voient que vous êtes heureux de faire votre pain à la maison, que vous êtes heureux de manger vos tomates, que vous êtes heureux parce que vous êtes dans les arbres ou que vous êtes en pleine nature, ce bonheur-là, on parle de contagion émotionnelle en psychologie, ce bonheur-là, il est extrêmement efficace. Et je crois que pour changer les comportements, c'est très important que les gens prennent du plaisir et que ça ait du sens pour eux. Hildegarde a dit voilà, que tes aliments doivent être tes forces curatives. Donc le génie de ce qu'elle propose, c'est qu'elle avait compris que c'est dans ce qu'on mange qu'on va trouver la santé.